Salut, c'est JC, bienvenue dans cette vidéo, c'est le dernier épisode de la trilogie du bouton connecté. Dans la première vidéo, on fabriquait notre bouton, et dans la deuxième, on le programmait pour pouvoir y accéder en Wi-Fi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment joindre le bouton quand tu n'es pas chez toi. On va commencer par la partie réseau, et puis on ajoutera un peu de sécurité pour pas que tout le monde puisse démarrer ton PC. Il y a des notions de réseau informatique que je vais aborder dans cette vidéo, et pour que tout le monde puisse suivre, je vais clarifier quelques concepts. Pour expliquer la notion d'adresse IP, j'aime bien faire le parallèle avec les adresses postales. Pour joindre une personne par courrier, il faut deux choses, le nom de la rue et un numéro dans cette rue. Il y a une contrainte évidente, c'est qu'il ne peut pas y avoir deux maisons qui ont le même numéro, sinon le facteur ne saurait pas à qui remettre le courrier. C'est un peu la même chose lorsqu'on parle d'adresse IP, on peut faire la distinction entre le nom du réseau et le numéro de la machine ou de l'objet connecté sur ce réseau. Pour faire la distinction entre les deux, on doit utiliser le masque de sous-réseau qui ici a la valeur 3 x 255.0. On peut déjà constater que notre adresse IP a 4 octets, c'est une IP V4. Je t'arrête tout de suite, IPv4, 4 octets, aucun rapport, c'est un numéro de version, et par exemple la version 5 a jamais vu le jour parce qu'elle était... Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Sur internet, on utilise aussi des adresses IPv6 qui ont 16 octets, c'est un peu plus dur à retenir. Quand tu as une adresse IPv4 avec un masque à 3 x 255 qui se termine par 0, ça veut dire que les 3 premiers octets de ton adresse IP correspondent au nom de la rue. Et comme une adresse IP ne peut pas être sur 3 octets, on ajoute un 0 à la fin et ça donne le nom du réseau. Ça veut dire que dans cette rue, on pourra avoir des machines allant du numéro 1 au numéro 254. Et donc, comme il faut penser au facteur, on ne peut pas avoir deux machines sur le même réseau qui ont le même numéro. N'oublie pas ça, on en aura besoin quand on va parler du DHCP. Pour finir avec les adresses IP, on peut en distinguer deux types, les adresses privées et les adresses publiques. Les adresses privées sont utilisées sur les réseaux locaux, c'est typiquement toi sur ton Wi-Fi, et on peut utiliser les mêmes sans souci. À la différence, les adresses IP publiques sont uniques, car elles doivent permettre aux facteurs de pouvoir nous livrer nos paquets sur Internet. Bon, là, ça dépend de ton opérateur. Tu peux avoir une adresse IPv4 ou une adresse IPv6. Par exemple, moi qui suis chez Free, j'ai une adresse IP V4. Mais j'aurais très bien pu avoir une adresse IPv6. Chez toi, fais la même chose. Note ton adresse IP publique. On va en avoir besoin pour la suite de cette vidéo. Maintenant que tu as compris comment on fait pour joindre une machine sur ton réseau local ou sur Internet, on va voir comment on fait pour lui parler. Tu peux assimiler un protocole à une langue, et pour qu'une communication fonctionne entre deux machines, il faut qu'elles parlent la même langue. Généralement, quand ça parle HTTP ou HTTPS, c'est pour afficher une page web, mais on a vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait aussi envoyer du JSON quand c'est le JavaScript qui fait la requête. On a donné des noms à tous ces protocoles, HTTP, FTP, DNS, DHCP, mais les machines, elles, préfèrent les numéros. C'est pour ça qu'on a associé à chacun de ces protocoles un numéro, c'est le fameux numéro de port. On peut retrouver sur Wikipédia les plus connus, comme le DHCP, le DNS, HTTP. Bref, il en existe plein, et ce qu'il faut retenir, c'est que ça va de 1 à 65 535. En dessinant une petite maison, je t'ai un peu menti. Vois ça plutôt comme un immeuble de 65 535 étages, et quand le facteur fait une livraison, il monte à un de ces étages. Si tu as un pare-feu, la majorité de ces ports sont fermés. Un peu comme si tu avais un ascenseur auquel il manquerait des boutons, et ici par exemple le port 22 est bloqué. Si tu veux les ouvrir, il va falloir modifier la configuration de ton pare-feu de manière adéquate. Ensuite, il ne te reste plus qu'à installer le programme serveur qui correspond au numéro de port que tu viens d'ouvrir. Si tu as ouvert le port 80, il faut installer un serveur web. Exactement ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Il reste un léger détail, c'est pas ton ESP qui a l'adresse IP publique, mais ta box. Tout le trafic qui arrive d'Internet passe par ta box, et nous, ce qu'on aimerait, c'est rediriger une partie de ce trafic vers ton bouton connecté. C'est ce qu'on appelle la translation de port. La translation de port, ou PAT en anglais pour Port Address Translation, permet de rendre accessible depuis Internet un ou plusieurs ports d'une machine de ton réseau local. En gros, ça permet de relier un port de ta box, et nous, on prendrait au hasard le port 80, à ton bouton connecté. Petite précision, tu n'es pas obligé d'utiliser le même port sur ta box et ton bouton. Imagine le cas de figure où tu as deux boutons connectés et tu veux y accéder depuis Internet. Ça paraît évident, mais tu peux pas rediriger le port 80 de ta box vers les deux boutons. C'est soit l'un, soit l'autre. Il va falloir choisir deux ports différents, par exemple le 80 et le 81.
Si ça te plaît pas, il va falloir configurer un serveur web en reverse proxy, et là, on sort légèrement du périmètre de cette vidéo. Maintenant que tu es un pro du réseau, passons à la pratique. J'imagine que quand tu te connectes à ton Wi-Fi, tu configures pas l'adresse IP de ton téléphone, ta tablette ou ton bouton. Félicitations, tu fais partie des gens normaux. Tu utilises un protocole de configuration qui s'appelle DHCP et qui permet de distribuer des adresses IP, entre autres, de manière automatique. Sur ton réseau, c'est normalement ta box qui joue le rôle de serveur DHCP. L'avantage, c'est que la distribution d'adresses est automatique. Mais l'inconvénient, c'est que la distribution est aléatoire. Pas sûr d'avoir tout le temps la même. Un peu gênant si on veut configurer une redirection de port, parce qu'à chaque fois que le SP va changer d'IP, il va falloir reporter la modification sur ta box. FF. Heureusement, il y a une fonctionnalité qui permet d'attribuer une adresse IP fixe en fonction de l'adresse MAC. Souviens-toi, dans la vidéo précédente, l'adresse MAC apparaissait dans la console du port série. Maintenant qu'on a trouvé l'adresse MAC de ton ESP, il va falloir choisir une adresse IP. T'as remarqué que la plage d'adresse IP dynamique est volontairement plus petite que le nombre d'adresses disponibles. C'est justement pour que tu puisses allouer des adresses IP fixes en dehors de cette plage. Choisis une adresse et note-la pour être sûr de ne pas l'oublier. Pour ajouter une adresse IP fixe, il faut aller dans l'onglet Beau statique, puis cliquer sur Ajouter. Ici, tu colles l'adresse MAC de ton ESP, et moi, je vais utiliser l'adresse IP 192.168.3.100 et je vais l'appeler bouton du JC. Une fois que tu as créé le bail statique, il faut redémarrer ton ESP pour qu'il bascule sur sa nouvelle adresse IP. On peut voir le changement dans la console du port série ou tout simplement en tapant l'adresse dans ton navigateur. Si tu ne veux pas utiliser de DHCP, il est possible de fixer l'adresse sur l'ESP. Il faut que tu ajoutes les paramètres IP de ton réseau et que tu utilises la fonction Wi-Fi un peu différemment. Et je te laisse faire un tour sur mon blog si tu veux plus de détails sur cette méthode. Mais avant de pouvoir choisir une adresse, il faudrait déjà savoir si elle est disponible sur ton réseau. Si comme moi tu as la flemme de deviner les paramètres réseau, ouvre un CMD et tape ipconfig/all. Dans cette mélasse de texte, tu cherches l'interface Wi-Fi et tu peux déjà noter le DNS, la passerelle et le masque de sous-réseau. Il ne reste plus qu'à deviner une adresse IP. Et là, j'utilise une technique redoutée des plus grands ninjas de Konoha, le ping tant que no jutsu. Tu ping tant que t'as pas trouvé une adresse IP libre. Une fois que ça bloque, ça veut dire que aucune machine n'utilise cette adresse, et donc elle est libre. IP アドレスを見つけるすごいテクニックなんだろう。素晴らしいですね。じゃあ見る着物。ありがとう。 Maintenant qu'on est sûr que l'adresse IP de ton ESP ne va pas changer, on peut s'attaquer à la configuration de la redirection de port. Sur ma Freebox, il suffit d'aller dans Gestion des ports et de cliquer sur Ajouter une redirection. Ici, il faut rentrer l'adresse IP de ton ESP. Moi, c'est 192.168.3.100. Ici, il faut laisser la case cochée redirection active. Dans IP source, tu mets toutes. On accepte les connexions de toutes les adresses IP qui viennent d'Internet. Le protocole, tu laisses TCP. Et le port de début, tu mets 80. Et en commentaire, on met HTTP, bouton du JC. Une fois que tu as fini, tu cliques sur Sauvegarder. Et là, c'est actif. Tu peux taper dans la barre d'URL de ton navigateur ton adresse IP publique. Et normalement, tu dois voir la page de ton bouton connecté s'afficher. S'il fallait montrer la configuration sur autre chose qu'une Freebox, j'ai pas de Livebox, mais si tu tapes Livebox redirection de port dans Google et que tu cliques sur le premier lien, si on scrolle un petit peu dans la page, dans un premier temps, on voit la configuration de l'adresse IP de manière fixe, et dans un deuxième temps, la redirection de port. Je peux pas prédire comment sera ta page de configuration sur ta box, mais t'as compris ce qu'il fallait chercher. Pour être complètement honnête, y a un monde où ça risque de pas marcher. Si t'as pas une IP dégroupée, c'est-à-dire que tu partages ton IP avec plusieurs personnes, il va falloir que tu trouves la plage de port qui t'est allouée. Oui, c'est inadmissible. Les fournisseurs d'accès partagent la même IP entre plusieurs abonnés. Pour savoir si c'est ton cas, il te suffit de regarder sur la page d'accueil de ta box pour le savoir. Tu peux voir, moi ici, je suis dégroupé, j'ai accès aux 65 535 ports disponibles, mais ça peut ne pas être ton cas. Maintenant que tu as cette liste,
pour faire ta redirection, il suffit d'utiliser un port qui fait partie de la liste. Si malheureusement tu n'as pas le port 80, il va falloir préciser au navigateur en séparant l'adresse IP et le port utilisé par les deux points, comme ici, 2.81. Si tu as envie d'avoir une IP dédiée, il va peut-être falloir changer d'opérateur. Moi qui suis chez Free, j'ai eu la chance de juste avoir allé sur mon espace abonné, de cliquer sur un bouton, et j'avais une IP dédiée. Bon, elle est généralement à Paris, alors moi qui suis à Montpellier, ça m'a rajouté 2 à 3 millisecondes de latence pour faire l'aller-retour. Tant pis, j'ai dû renoncer à ma carrière de pro gamer. Bref, maintenant qu'on peut joindre notre SP avec une IP, on va le faire avec un nom de domaine parce que c'est quand même plus simple. Si jamais t'as pas envie de retenir ton IP, tu peux utiliser un service de DNS gratuit comme NoIP. Je te laisse créer un compte et choisir ton nom de domaine. Je sais que tu n'utilises jamais 2 fois le même mot de passe, mais là, fais-le parce qu'on va l'utiliser dans le code de l'objet connecté et du coup le mot de passe sera en clair. Sur la page de création, tu choisis un domaine, tu laisses bien DNS host entre parenthèses A, tu rentres ton IP si c'est pas déjà fait, et tu cliques sur Create Hostname. Maintenant que ton domaine est réservé, il faut le mettre à jour, et pour ça, on va utiliser l'API de NoIP. Tu cliques sur le premier lien, l'API est relativement simple, tu mets ton login mot de passe en clair, et tu appelles cette URL en HTTP. HTTP, mot de passe en clair, on va plutôt essayer un HTTPS. Pour tester simplement une API, j'utilise un plugin de Firefox qui s'appelle REST Client. Juste une petite précision, le paramètre MyIP est optionnel. On a donc l'URL suivante, on commence par le login mot de passe, ensuite on a l'URL de l'API, et enfin on termine par le hostname à mettre à jour. Alors a priori, ils veulent le user agent, donc on va ajouter ça. Le user agent, c'est une description du client. Si jamais un jour vous faites de la cyber, ne croyez jamais la valeur qui est dans le user agent parce que on peut mettre ce qu'on veut. C'est avec la valeur du user agent qui s'assure que tu n'as qu'un client. Si on regarde le site de Mozilla, pour chercher des valeurs de user agent possibles, on peut dire qu'on est un Firefox, ou un Google Chrome, ou encore un Opera. Oh attends, je sais. On va dire qu'on est le JC Browser. Et on va mettre ça dans la valeur du user agent, on clique sur OK. Dernière petite chose, le login mot de passe, on va l'ajouter ici grâce à l'authentification. Maintenant, on peut exécuter la requête et on a bien 200 OK comme réponse, ce qui est plutôt cool. Tu peux aller vérifier sur le site de NoIP l'heure de la dernière mise à jour. Et maintenant, l'heure de vérité. Est-ce que ça fonctionne? Incroyable. Il ne reste plus qu'à demander à notre ESP de faire la mise à jour à notre place. Pour utiliser le client HTTP, il faut importer la librairie ESP8266 HTTP client. On va déclarer des macros, le login, le mot de passe et l'URL de mise à jour. Il ne reste plus qu'à tout mettre dans une fonction annexe qui va faire la requête HTTP. On commence par créer un client Wi-Fi Secure pour s'occuper de la partie HTTPS. Puis on dit qu'on ne va pas vérifier le certificat avec set insecure. Quand un navigateur fait une requête HTTPS, il va vérifier que le certificat qu'il reçoit du serveur est bien le même que celui qu'il a dans sa base de données de certificats. Comme ça, quand tu te connectes au site web de ta banque, t'es sûr que c'est bien le site web de ta banque. Sinon, ton navigateur affiche un message d'avertissement. Notre SPI, il va pas faire ça. Et parce que si on veut faire ça, il faut importer le certificat de NoIP sur notre ordinateur, pour le copier dans le code de l'ESP, et comme les certificats changent à peu près tous les 6 mois pour des raisons de sécurité, ça veut dire qu'il va falloir mettre à jour le code de l'ESP tous les 6 mois. Non, c'est pénible ça. Alors le risque que tu prends si NoIP se fait pirater, c'est que le pirate récupère ton mot de passe. Mais comme tu n'utilises jamais 2 fois le même mot de passe, c'est bon. On précise l'URL de connexion au client Wi-Fi, on crée un client HTTP pour s'occuper de la partie protocolaire, on lui précise le login et le mot de passe pour l'authentification. On n'oublie pas bien sûr le user agent. Maintenant, on peut démarrer la connexion à NoIP. Le reste du code, c'est pour faire du debug, donc tu peux l'enlever, mais je te conseille quand même de le garder si jamais ça marche pas chez toi, c'est quand même plus simple. Ah oui, quand tu payes pas, il te laisse 30 jours pour faire une mise à jour avant d'effacer ton domaine. Il faudra donc pas oublier de redémarrer le SP tous les 30 jours. Je pourrais, ouais, mais j'ai pas envie. Oui, on va utiliser un timer. J'ai ajouté 2 macros pour spécifier le nombre de jours, donc une pour le nombre de jours et l'autre pour avoir l'équivalent en millisecondes.
pour pas avoir à recalculer le nombre de millisecondes dans la fonction loop. Ensuite, on ajoute une variable pour stocker l'écoulement du temps. Dans la fonction update noIP, la première chose qu'on fait, c'est de vérifier si le timer n'est pas arrivé à échéance. Sinon, on quitte la fonction. Si le timer est arrivé à échéance, on fait la mise à jour et on réamorce le timer. Pour ceux qui ne sont pas dégroupés, j'ai quand même une petite astuce pour vous. Je me mets dans le cas de figure où j'ai pas le port 80 et j'ai fait une redirection sur le port 80-80. Mais toi, tu adaptes à ta plage de port. Si t'as pas le 80-80 dans la liste, eh ben, t'en prends un autre. Comme tu peux le voir, quand j'ajoute 80-80 dans l'URL, ça fonctionne comme avant. Sauf que nous, on veut pas ajouter le 80-80 dans l'URL. Maintenant, tu vas supprimer l'enregistrement DNS que tu as créé sur le site de noIP. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Et on va créer un enregistrement cette fois-ci, mais on va utiliser le web redirect. Tu précises ton nom de domaine, et là, on va préciser l'IP et le port. Maintenant, lorsque l'on tape le domaine dans l'URL, on est redirigé vers l'IP et le port qu'on a précisé. Alors, si on devait expliquer la magie qui fait que ça fonctionne, la première requête qui vient des serveurs de noIP contient le code 302. Si on clique dessus, on est redirigé vers la page de Mozilla et on comprend que 302, c'est pour faire une redirection et que le navigateur va se rediriger vers le contenu qu'il y a dans l'entête location. Si on retourne sur la page d'avant et qu'on regarde le contenu du header location, c'est bien l'adresse et le port qu'on a mis sur le site de noIP. Maintenant que la partie DNS est terminée, on va pouvoir faire un peu de sécurité. Comme tu peux le voir, toute personne qui connaît ton domaine tombe sur la page du site et peut démarrer ton PC à distance. Man, ça fonctionne. Le client nous a payé, on va pas prendre le risque de modifier le code. Non, on a plusieurs possibilités. La première, c'est de mettre une authentification avec un login mot de passe comme noIP. Mais si tu fais ça, comme je te l'ai dit, il va falloir passer en HTTPS pour pas que le couple login mot de passe circule en clair sur Internet. Pour faire ça, on doit générer le certificat à la main. Je te montre pour la forme où c'est sur mon site. Pas impossible, mais on commence à faire des incantations un peu complexes. Ensuite, il faut le coller dans une variable, comme expliqué dans le croquis d'exemple qui est fourni avec l'IDE Arduino. Et de toute façon, tu auras ce message d'alerte à chaque fois que tu iras sur le site de l'ESP. Beaucoup d'efforts pour un résultat pas ouf, non? Tu pourrais te dire, deuxième possibilité, si je veux y accéder de mon téléphone, j'ai qu'à filtrer en fonction de son adresse IP. Sauf que c'est une IP groupée. Tu partages ton IP avec plusieurs personnes et tu me diras, bon, ça va, s'il y a que 3 ou 4 personnes sur Internet qui peuvent allumer mon PC, c'est ok. Mais encore, ça va. Le plus embêtant, c'est que ton IP change en fonction de ta localisation. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que tu retiennes toutes les IP en fonction de où tu veux démarrer ton PC. Ça fait beaucoup là, non? On a une troisième possibilité, ma préférée, c'est d'utiliser un token. Le principe du token, ou jeton, c'est qu'il accompagne toutes les requêtes HTTP et permet de valider la légitimité de la requête. Il prend la forme d'une suite de chiffres et de lettres improbables et n'est pas destiné à être retenu par un humain. L'idée, c'est que ce token ne soit connu que de l'ESP de celui qui fait la requête HTTP, c'est-à-dire toi. Si le token présent dans la requête correspond au token présent sur l'ESP, la requête est considérée comme valide. Sinon, on renverra le code 401. On pourrait stocker le token dans une variable et venir le changer régulièrement en mettant à jour le code de notre ESP, mais on va éviter de faire ça puisque si on l'a pas fait pour le certificat SSL de noIP, on va pas le faire pour notre token non plus. Je vais t'expliquer comment on va faire pour générer un token suffisamment aléatoire. Tout d'abord, on va avoir besoin d'un tableau vide d'une longueur que tu estimes être suffisante. Plus le tableau est grand, plus le token sera long, et donc difficile à trouver. Ce tableau, on va le remplir de chiffres aléatoires compris entre 0 et 255. Chiffres qui, grâce au pouvoir de la table ASCII, qui va de 0 à 255, vont être assimilés à des caractères. Par exemple, A majuscule, c'est le nombre 65 dans la table ASCII, le chiffre 1, c'est 49, et ainsi de suite. Il reste un dernier problème, tous les caractères ne sont pas autorisés dans une URL car certains ont une signification particulière. La dernière étape consiste à transformer ou encoder les caractères pour les rendre utilisables dans une URL. Et pour ça, on va utiliser l'encodage en base64 car il possède l'avantage de pouvoir transformer n'importe quoi, même du binaire. L'inconvénient, c'est que le résultat de l'encodage sera un tiers plus long que l'information originale. Attends, un token plus long, ça veut dire plus difficile à trouver? Bah, c'est pas un inconvénient alors.
On va utiliser la première librairie qui s'appelle base64. On va définir une macro pour la taille de la séquence et une autre pour la taille finale du token, c'est-à-dire un tiers plus long, et on va créer un tableau pour stocker le token. On commence par créer un tableau pour stocker notre séquence de chiffres aléatoires, puis on s'engage dans une boucle pour le remplir, grâce à la fonction random, en précisant une valeur de 255 pour rester compatible avec la table ASCII. Et enfin, on encode cette séquence en base 64 pour pouvoir la faire circuler dans une URL. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Plutôt cool, non ? Maintenant, il faudrait que le SP puisse retenir ce token, et pour ça, on va utiliser l'EPROM. L'EPROM permet de stocker des octets et de pouvoir les récupérer plus tard, même après le redémarrage de l'ESP. C'est une mémoire non volatile. Pour accéder à l'EPROM, j'utilise la librairie ESP-EPROM, qui prend en charge les spécificités de l'ESP8266. L'objet EPROM possède une fonction %used, qui permet de savoir si l'EPROM est vide ou non. S'il est vide, on va générer un nouveau token et l'enregistrer dans l'EPROM. Et ensuite, je viens lire le token qui est dans l'EPROM pour le renvoyer dans un tableau. Si on regarde le code de store token, on va venir enregistrer dans l'EPROM le token. Et il ne faut pas oublier d'appeler la fonction commit qui permet de valider les modifications de l'EPROM. Comme on est en phase de test, dans la fonction loop, on peut voir que si on tape A sur le port série, ça va générer un token et le stocker dans l'EPROM. On voit bien que le token a changé, et si je redémarre le SP, le token est toujours le même, car il est stocké dans l'EPROM. On va ajouter un peu de HTML et de JavaScript pour que ça soit plus parlant. Sans rentrer dans les détails, on a une div pour afficher le token et un bouton pour le renouveler. Les fonctions JavaScript utilisent l'API Fetch dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent. Elle nous sert à appeler les fonctions suivantes. La fonction de base qui permet d'afficher le HTML précédent. Une fonction qui permet de renvoyer le token au format JSON. Une fonction qui permet de renouveler le token, de l'enregistrer dans l'EPROM et de le renvoyer grâce à la fonction précédente. Petite astuce que je vous ai pas montré la dernière fois, c'est l'utilisation de progmem. Quand la quantité de HTML commence à être conséquente, le problème c'est qu'elle risque de dépasser la quantité de RAM disponible sur l'ESP, et donc de le faire planter. Pour éviter ça, on spécifie au compilateur d'aller directement chercher le HTML dans la mémoire flash, sans faire de copie dans la RAM. À ce stade, on a un token enregistré dans l'EPROM, on peut voir la requête qui retourne le token en JSON, et ce bouton qui permet de renouveler le token avec la même mécanique JSON. À ce stade, on a un token enregistré dans l'EPROM, donc qui résiste au redémarrage, aux pannes de courant, que tu peux renouveler en cliquant sur un bouton. Mais le petit souci, c'est qu'il faudrait limiter l'accès à ce site aux IP de ton réseau local, ou alors faire la vérification du token dans l'URL quand c'est une IP qui vient d'Internet. J'ajoute une macro pour définir un pattern qui correspond à mes adresses IP locales. Dans cette fonction, on va vérifier que l'adresse IP vient bien du réseau local, je fais pas quelque chose d'élaboré, ça vérifie uniquement que l'adresse du client qui se connecte commence bien par la même chaîne de caractères que celle présente dans la macro. Pour ça, on utilise la fonction remoteIP de notre objet serveur. Si l'IP ne correspond pas au pattern, on essaye de vérifier le token, s'il est présent dans l'URL, sinon on retourne false. Il ne reste plus qu'à vérifier avant d'afficher le HTML ou de renouveler le token que l'IP est bien local, sinon on retourne un code 401 unauthorized. Côté JavaScript, j'ai apporté quelques modifications pour que ce soit plus simple. Le JavaScript vérifie que tu as bien le token dans l'URL. Le JavaScript récupère le token et va rediriger ton navigateur vers la bonne URL, et idem pour le renouvellement de token. Concrètement, ça donne ça. La première fois que tu te connectes, ça redirige ton navigateur vers l'URL avec le token. Et idem à chaque fois que tu fais un renouvellement. Si j'y accède depuis Internet avec le token, ça fonctionne. Et si j'enlève le token, évidemment, ça me fait un 401 unauthorized. Il ne me reste plus qu'à assembler le code de l'épisode précédent avec celui de cette vidéo, en y apportant quelques améliorations, bien sûr. Et voilà ce que ça donne. La première rangée, c'est pour piloter ton bouton connecté, et la deuxième, c'est pour copier-coller facilement les URL avec le token quand tu es sur ton réseau local. Tu peux vérifier que tout fonctionne bien. Je copie le lien pour allumer mon PC. Il ne me reste plus qu'à ajouter un élément dans l'application raccourci pour exécuter cette URL. Et imagine, j'ajoute le raccourci sur mon Apple Watch, et voilà, je peux démarrer mon PC du poignet. Choc barre de... Mais non! C'est déjà la fin de cette vidéo?
Bravo à toi si t'en es arrivé jusque-là, parce que c'était l'épisode le plus dense de cette série. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, voilà, ça fait toujours plaisir. Merci pour vos commentaires, toujours sympas, et je vous dis à la prochaine.